Salut à tous, content de vous retrouver dans la chaleur de l'été pour le numéro 75 déjà du Grand Débat du Web. 75 comme évidemment Paris, ça se passe à Paris cette émission et on va parler de deux lieux parisiens dans cette émission. On parlera de Station F et on parlera de 42. On ne dit pas École 42, on dit 42, je le dis comme ça. Et on parlera avec toute une brochette de gens qui sont venus de Paris ou juste à côté pour en discuter. Bref, le jacobinisme a encore de beaux jours devant lui et on va s'en amuser pendant cette émission. L'invité de cette émission, Nicolas Sadirac. Salut Nicolas. Bonjour. Tu es le cofondateur et manager général de 42. On dit le mot, non, on ne dit pas le mot qui fâche parce que vous ne voulez pas en fait. Il ne faut pas dire ça. Non, c'est juste parce qu'on n'est pas tout à fait une école classique. C'est le moins qu'on puisse dire. On va pouvoir en discuter en deuxième partie d'émission. Et on parlera en première partie d'émission donc de Station F, dont l'inauguration officielle a eu lieu en grande pompe avec Macron, avec tout le monde. C'était la semaine dernière. Et donc c'est une émission qui sera sous le patronage d'un certain sur Twitter, Xavier75, vous voyez, ça nous poursuit, qui n'est autre que Xavier Niel, qui a quand même 2-3 billes dans les deux sujets dont on va parler aujourd'hui. À côté, c'est Perrine Le Goulon. Salut Perrine. Salut. Startup Bricks. Oui. Un site qui parle de toutes les briques et donc de toutes les startups dans les pays émergents, un peu en Asie, beaucoup en Asie d'ailleurs, c'est un peu ta spécialité, beaucoup en Afrique, en Amérique du Sud, un peu partout. Exactement. Et ça cartonne. Ça cartonne. Et on a lancé d'ailleurs une série de vidéos ensemble qui s'appelle, alors attends, bouge pas, Digital Bricks News. Ouais, voilà. Des interviews notamment de gars qui font du French Ticket, en fait, qui sont des startups étrangères. Et ça aussi, ça cartonne. Et on peut le voir à la fois sur DBN et sur Startup Bricks. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau tournage d'ailleurs de ça. Merci d'être là. En face, tiens Sharon. C'est l'été, c'est la robe, ça y est, ça rigole plus. Tu vas bien? On en profite, alors, ça va très bien quoi. Sharon Sofer, Startup for Kids. Toujours. Avec des événements en rafale. Enfin, en tout cas, il y en a eu pas mal ces derniers temps. On a eu pas mal ces derniers temps, avec de nouveaux formats aussi qu'on lance à la rentrée, alors, toujours pour préparer les enfants au merveilleux monde de demain. Absolument. Tiens, il y a quelques connexions avec ce qui se passe. Parce que, Petit à peine. elle les prend beaucoup plus tôt, en fait. Elle les prend très très tôt. Et je les amène directement là-bas, d'ailleurs. Directement à 42. Boum. C'est le raccourci. Et puis derrière, qui c'est qui les embauche pour travailler pour les grandes boîtes? C'est Fabrice Pelboin, avec Yogosha, qui finalement prend des devs et fait du bug bounty pour les grosses boîtes notamment. Des hackers plus que des devs. Ouais. C'est un autre état d'esprit. C'est vrai, mais enfin, en général, un hacker est aussi un dev. Enfin, ça peut aider d'avoir 2-3 notions. Vaste débat, même. mais on va... Oui, Ouais. non, vaste débat. Vaste débat. Allez, on n'ouvre pas celui-là. Que va changer Station F pour le web français? Station F a été inaugurée en grande pompe. Vous avez vu tous les images, puisque les médias en ont fait largement écho. Station F, en quelques mots, quand même, c'est assez impressionnant, ne serait-ce que le bâtiment lui-même, 34 000 m². C'est dans le 13e. Il a fallu 4 ans de travaux et la bagatelle de 250 millions d'euros financés sur la cassette perso de Saint-Xavier 75, qui a décidé donc d'ouvrir ce lieu-là pour faire le plus grand lieu du monde. Regardez, vous avez des images de ce que c'était avant, avec une gare de fret, en fait, au départ, qui était un peu à l'abandon, là-bas dans ce 13e, la Halle Fraissinet, qui est devenu cet endroit qui va pouvoir accueillir des milliers de postes de travail, 3000, je crois, un auditorium de 360 places, un Fab Lab, une poste, un café, un restaurant gigantesque qui ouvrira prochainement, et puis plein de startups évidemment. 200 ont déjà été sélectionnés, et des grands groupes qui sont là, Microsoft, Amazon, Facebook, Ubisoft, Zendesk, ventes privées qui ont amené leurs incubateurs à l'intérieur de ce lieu, plus des fonds d'investissement, bref, le gros truc. Qui était sur place, Nicolas? Perrine? Non, Sharon, alors ça, je t'ai vu, hein. Premier rang, devant cette espèce de ring de boxe, là où vous parlez. Et toi, tu y étais aussi, mais on ne s'est pas croisés. Beaucoup de monde. Bon, tiens, on va commencer par Perrine. Qu'est-ce que tu as pensé de l'extérieur, toi, puisque tu n'y étais pas, en fait? Quelle était la vision que tu as eue de l'extérieur de ce nouveau lieu, de ce qu'il apporte tout d'un coup dans le paysage français? Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'est-ce que ça va inscrire dans le paysage français? de l'extérieur, c'est un lieu grandiose, c'est énorme, c'est à taille américaine presque, j'ai envie de dire. Après, ce que ça va faire pour le web français, je pense que ça va servir de vitrine, quelque part, selon moi. Je pense que c'est une vraie aubaine pour Paris, pour la France et pour le web français, parce que j'espère que ça attirera beaucoup de monde, d'entrepreneurs, de start-up, mais aussi d'investisseurs à Paris. Jusqu'à présent, à la Silicon Valley, quand on donnait des exemples de trucs vraiment carton en France, on parlait de 42. On disait, voilà, ils ont un truc qui est vraiment original. Maintenant, ils vont parler aussi de Station F. Hein, finalement, c'est une autre dimension qui arrive. Hein. En général, ils font les deux. Hein. C'est vrai. On a déjà des gens qui visitent les deux sites l'un après l'autre. Mais chacun reste chez soi, en fait. Hein. Il n'est pas question du tout qu'il y ait des passerelles physiques entre 42 et Station F ou pas? Il n'y a pas de passerelle dans l'immédiat. Maintenant, on a beaucoup d'étudiants qui participent à des startups à Station F. On a des étudiants qui créent leur startup et qui vont à Station F. Et puis, on a aussi les équipes techniques qui travaillent ensemble sur beaucoup de sujets. Ils étaient tous là l'autre soir. Hein.
Quand on a prononcé le nom de Xavier Niel, c'était une espèce de truc. Donc ils sont vraiment investis dans cette histoire-là. Ils vont y aller régulièrement. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités pour eux de se rendre là-bas, y compris peut-être dans ce qui est directement sur des startups là-bas? Oui, l'objectif, c'est vraiment qu'ils enquillent sur des startups. On a à peu près 30% d'étudiants qui vont monter une startup ou participer au démarrage d'une startup. Oui, donc il y en a beaucoup qui vont être dans cet écosystème. Et même dans l'ensemble, même ceux qui ne vont pas directement être dans une startup vont eux-mêmes participer à un processus innovant, puisque l'objectif de 42, c'est de former des gens qui sont capables d'inventer la suite et pas juste de faire marcher ce qui marche. Qu'est-ce qui va changer dans l'image de la France ou de Paris et dans le mode de l'écosystème grâce à Station F, à ton avis? Est-ce que c'est juste, tout d'un coup, ça marque le fait que Paris est devenu un hub, le 3e hub mondial aujourd'hui d'ailleurs? Oui, je crois que c'est une façon de concrétiser. Et puis, quand on rentre, ça fait un peu ouais. Il n'y a pas de doute, la personne qui rentre, si elle n'est pas convaincue que la France a décidé d'avoir une vraie position sur le sujet, je pense que c'est évident. Oui, Ça a aussi, je pense, un vrai rôle opérationnel. Le fait d'avoir tout le monde au même endroit, ça change quand même très fortement la façon de fonctionner plutôt que des gens qui s'attendent, qui se regardent. Au-delà de ça, j'ai l'impression que les gens qui y sont ont une vraie volonté de pas juste avoir un territoire local, mais de participer à un truc global. Et ça, je pense que c'est quand même... Ça, le lieu l'incarne, et je pense que la nécessité physique d'être proche va changer, je pense, je pense que c'est un effet multiplicateur de l'écosystème du coin. Puis enfin, il y a quelque chose qui se passe rive gauche. Ça change, hein, parce que pour l'instant, tout est concentré rive droite sur le web parisien. Tu en as pensé quoi? Au-delà du discours de Macron Le lieu, déjà, effectivement, quand on arrive, c'est vraiment waouh. Enfin, c'est splendide, il n'y a rien à dire. Il y a deux choses. Il y a effectivement, ça entérine la place de la France. On se positionne comme une Startup Nation. Et ça se développait et finalement, ça le pose là. C'était déjà un peu le cas, parce qu'il y a une étude qui vient de sortir, Paris comme étant le 3e hub mondial, après New York et San Francisco. C'était déjà le cas avant Station F. C'était déjà le cas, et là, ça le pose, en fait. Là, c'est façon, exactement. Voilà. Et puis, on ne peut pas... Enfin, voilà, c'est juste le plus grand espace du monde et magnifique. Et puis, il y a effectivement ce qui va s'y passer. Enfin, il va y avoir une énergie. Tout le monde est là, tous les acteurs sont là. Il n'y a que moyen de faire une dynamique. Personne ne peut être là comme spectateur et regarder ce qui se passe. Donc voilà, ça va être un élan. Il faut dire qu'il y a cette espèce de hall central de 300 mètres de long, là. Il y a moyen de se rencontrer quand même. Hein. Il va y avoir des accointances, là. La sérendipité va fonctionner, là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est assez impressionnant, architecturalement parlant, c'est vraiment un très bel espace. Ça ressemble plus à un aéroport qu'à une gare. Probablement parce que le métro contraint a plus fait carrière dans les structures comme les aéroports, comme la gare. Les nouveaux Roissy, les nouveaux terminaux voilà, Roissy, on est plus dans ce type d'univers, ce qui est plutôt pas mal parce que tout d'un coup, un aéroport, ça évoque l'international, le voyage. Ça a une capacité à fasciner les gens. Moi, je vois, on emménage incessamment sous peu à la Station F. J'y vais avec Hugo Gauchard. Et on ne prend plus aucun rendez-vous à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on dit on est à Station F, la réaction typique c'est « Ah je vais peut-être me déplacer pour venir vous voir ». Et ça marche, ça va durer 6 mois quand on non, 6 fois. Non, ça ne va pas durer 6 mois parce qu'il n'y a pas que le bâtiment à voir. Il y a l'ambiance, il y a machin. Non, vraiment, c'est impressionnant. J'ai vraiment booké des rendez-vous avec des gens qui, en temps normal, jamais ne seraient déplacés, surtout dans le 13e. Et qui très clairement vont s'emmerder à venir prendre un verre à Station F parce que ce sera la Startup Nation dans la Startup Nation. C'est très clairement le showroom de la Startup Nation. Du point de vue Macron, c'est très clairement le showroom de la Startup Nation. Arrivé à ce nombre-là de gens, est-ce que finalement il y a des effets vertueux qui se mettent en place ou des effets pervers qui se mettent en place sur le travail comme ça en commun, sur de si grands espaces avec nécessairement beaucoup de bruit, des choses comme ça, Nicolas? Alors sur 42, il y a un effet très vertueux à ça. C'est-à-dire que le fait que finalement, à tout moment, quand on a envie de travailler, de rencontrer des gens sur un sujet, tu vas trouver en permanence. Donc il n'y a pas... Tu vois, es en permanence émulé et en permanence stimulé par tout le monde. Tu es dans un environnement très créatif. Je pense que c'est ce qui va se passer aussi sur Station F. C'est le fait d'idée que je suis là et si j'ai un problème, j'ai une idée, je vais toujours trouver les ressources autour de moi ou même les rebonds. C'est les gens qui vont... te faire confronter ton idée, la changer, la comparer à quelque chose qui existe déjà, etc. Donc c'est un accélérateur, c'est une sorte d'agitation, quoi. Plus que... Surtout que tu y es pour un temps, en fait. Tu ne vas pas y rester a priori, puisque tu ne peux pas, une fois que les équipes grossissent de façon significative, les gens vont tourner. Donc, les startups, a priori, vont avoir envie de tirer parti au maximum de leur passage à Station F. Ça n'a pas vocation à rester stagnant. D'autant plus que le côté, justement, avec des open space comme ça immenses, ça fonctionne sur un démarrage de startup. Il y a un moment où on a besoin de se poser, de laisser du matos, et puis d'avoir un lieu fermé, parce qu'on a 2-3 serveurs qui traînent, et qu'on est là, tu en sais quelque chose. Moi, de toute façon, j'ai une déchéance dans la cybersécurité, c'est que tôt ou tard, on va passer en ISO 27001 et que là, dans l'open space, c'est pas possible.
on n'est pas, je pense qu'on va y passer 6 mois, peut-être plus. On va voir. Et quel est l'intérêt pour vous d'aller vous installer là-bas en fait en tant que start-up aujourd'hui? Vous étiez dans vos locaux tranquilles, peinard, chez vous jusqu'à présent. Justement, on était un peu seuls dans nos locaux tranquilles, peinards. Enfin, on partageait les locaux avec une autre boîte de cybersécu, mais c'est pas du tout la même chose que d'arriver dans un environnement où il y a des milliers de startups, plein de gens qui viennent, une attractivité naturelle. Mes locaux à Porte d'Orléans, je n'y ai jamais reçu un seul client. Là, tout d'un coup, ça ouvre des perspectives complètement différentes. Est-ce qu'on en parle à l'étranger déjà de Station F, j'imagine? Oui, on en parle beaucoup. Asie, ça parle? Afrique, ça parle? En Asie, Afrique, on en parle partout dans le monde, je pense. Et c'est vrai que un gros avantage qu'on a quand même en France, c'est que c'est un pays assez centralisé. Donc, d'une certaine façon, tout se passe à Paris. Et donc, d'avoir un lieu comme ça à Paris, d'une telle taille, il y a beaucoup de pays qui nous envient. D'autant qu'on parle de Station F, mais on a eu WeWork, par exemple, qui a ouvert des lieux gigantesques avec des centaines. Aujourd'hui, la mode est à créer des lieux avec 800 000 postes de travail, voire même plus. Enfin, on est dans quelque chose qui devient absolument incroyable sur Paris. Enfin, l'espace de 3 ans, on l'a tous vécu en direct, c'est quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Le grand débat du web. Oh tiens, c'est joli ce qu'on avait juste derrière. Le numéro 75 s'intéresse à un deuxième lieu parisien. Alors, c'est pas le même coin. C'est-à-dire, on est carrément plus au nord, presque au bord du périph'. Et c'est quoi l'adresse exacte? Je me souviens plus. 96 boulevard Bessières. Donc on est sur le boulevard à l'extérieur, en fait. Ouais, c'est vraiment nord de Paris, beau lieu, architecture qui a été entièrement repensée et refaite. C'était quoi au départ? Il n'y avait rien là? Si, au départ, c'était un centre de formation des inspecteurs d'académie. Ah ouais, ça donne envie. Qui était tout en faïence bleue. C'est assez joli, mais super, une piscine, quoi. Rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez appelé ça la piscine, non? Non, ça date d'avant, mais c'est vrai que ça ressemblait à une piscine. Bon, 42 aujourd'hui, c'est un truc vraiment incroyable avec cet immense open space de 1000 places. Il y a une terrasse aussi en dessus, il y a plein d'espace. Et on trouve des sacs de couchage, on trouve un peu de tout parce que finalement, les gens vivent là vraiment, quoi. C'est ouvert 24 heures sur 24 et c'est le principe depuis le tout début, en fait. Tout à fait. C'est un lieu où notre idée, c'est que vraiment les étudiants s'accaparent le lieu et considèrent que c'est chez eux. Donc, c'est vraiment une notion de je suis à la maison. J'aimerais savoir comment s'est créé le concept, parce que toi, tu as fait l'Epita, donc boîte traditionnelle. Ensuite, tu as créé l'Epitech avec d'autres, qui est une boîte traditionnelle, entre guillemets. En tout cas, on est dans un enseignement plus traditionnel par rapport à cette espèce de rupture ontologique là, de la pensée de 42. À quel moment ça s'est créé, ce gap, en se disant, on va éliminer la notion même de prof, d'enseignement, de cours, d'horaires, de choses comme ça? Disons que c'est un cheminement global, c'est-à-dire que de partie d'Epita puis d'Epitech, on est déjà dans cette logique-là, et en restant dans le maximum de ce que, je dirais, la reconnaissance permet de faire. Et donc, c'est une tension qui a toujours été là, de se dire, finalement, le fond du problème, c'est que le prof gêne. Le prof gêne, pourquoi? Tout simplement parce qu'on cherche à former des gens qui sont innovants, et le prof, finalement, par nature, il détient de la connaissance passée. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est que mémoriser, ça ne sert à rien, parce qu'on peut faire mieux, c'est dangereux, parce qu'on apprend des choses qui sont fausses. Et troisième point, ça rend idiot parce que ça a tendance à empêcher la créativité. Donc le prof, il est par nature le représentant de tout ça. Vous êtes en train de mettre en place depuis quelques années ce que disent les neurosciences finalement, ce qu'on entend dans le discours d'Idriss Aberkane notamment sur la façon d'apprendre différemment. On est assez proche. J'imagine que c'est assez proche, c'est-à-dire qu'on pourrait apprendre beaucoup plus rapidement et avoir plus de temps libre pour faire d'autres choses. En fin de compte, la conviction de base, il y a plusieurs convictions. La première, c'est effectivement que cette transmission de connaissances ne sert plus à rien puisque la connaissance est abstraite. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne fait bien que ce qu'on aime. Et on s'aperçoit que finalement, il vaut mieux quelques heures de vraie attention et de vrai plaisir que passer des heures et des heures cumulées. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on gave les gamins, c'est-à-dire qu'on les oblige à rester à un endroit où ils n'ont pas envie d'être, et du coup, on les met en situation où finalement la majorité de leur cognition va contre l'objet de l'action. Alors qu'avec beaucoup moins de temps, on obtiendrait les mêmes résultats si on arrivait justement à inverser le processus. Donc tout le principe de 42, c'est de transformer ça en un jeu. Donc l'étudiant à 42, il est dans un jeu. Enfin là, en ce moment, il est à la piscine. Oui, qui est un jeu. À la piscine, ça démarre le 3 juillet. Pendant un mois, c'est 7 jours sur 7. C'est un grand jeu. Là, Et là, c'est la sélection pour savoir qui est vraiment motivé ou pas. En fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est pour savoir qui est motivé, qui fonctionne bien en équipe. Parce que là, ils sont 1000 sans organisation, sans gestion. Mais par contre, il va falloir qu'ils s'auto-organisent. Donc on voit ceux qui sont capables de faire émerger ce genre de solution. Et puis aussi ceux qui sont capables de supporter le changement. Parce qu'on est dans un jeu qui bouge tout le temps. Donc c'est la capacité à avancer dans un environnement extrêmement changeant et surtout qu'on ne maîtrise pas.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, donc il faut participer, il faut être agile. Est-ce que ce jeu, c'est toi qui l'as créé, et est-ce qu'il évolue en temps réel quasiment? Est-ce qu'il y a moyen de remettre des petits curseurs en disant... en permanence, le jeu évolue. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans le jeu sont acteurs aussi, donc ils créent du mouvement. Donc ça fait partie justement de ce qui crée le... Donc c'est un système auto-apprenant aussi, ce jeu? Un système, on ne va pas dire auto-apprenant, mais c'est un système qui s'auto-développe avec les gens qui y participent. Parce que là, il y a combien de personnes qui sont arrivées au bout du cycle? Il n'y a jamais de fin officielle, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de fin réelle. Il y a une fin officielle, parce qu'on est comme un jeu vidéo, donc ils sont niveau 0, niveau 21, ils ont fini. Par contre, ils peuvent continuer. Donc on a un étudiant et un étudiant à vie, donc on a des gens qui sont au-dessus du niveau 21, et beaucoup de gens n'iront jamais au niveau 21 parce qu'ils ont trouvé un job avant qui les intéresse et qui fait... Ou alors ils vont peut-être aller 3 ans travailler dans une boîte, puis revenir un an, ou travailler en même temps. L'idée, c'était on peut passer 6 mois là, partir bosser un peu, revenir, et formation puis même dans un mode, finalement. on a beaucoup de gens qui sont là, par exemple, que le soir. Si on regarde notre cours de travail dans l'année, on a un pic, enfin, on n'a pas un pic, mais on a une très forte arrivée vers 19h. Les gens qui travaillent la journée, puis le soir après, ils viennent à l'école, ils vont faire des projets, souvent pour certains que pour leur plaisir, parce qu'ils sont engagés dans un truc qui les intéresse, et puis ils vont faire ça pendant 6 mois, puis faire autre chose, partir, revenir. Enfin, c'est totalement... L'étudiant est complètement libre de son agenda et de son planning. Cette semaine, il y a les résultats du bac. Alors pour ceux qui ont des enfants qui n'ont pas eu le bac, il y a une solution, 40% des élèves n'ont pas le bac en fait. On ne dit même pas élèves, d'ailleurs on dit je ne sais pas quoi. Je suis handicapé élève. Si quand même, vous avez gardé au moins ça, non pas le bac. Chez 42, vous connaissez les uns et les autres, Perrine, tu connais 42, tu as visité cet endroit ou pas? Non, je n'ai pas visité non plus. Ouais, j'ai encore beaucoup, j'ai beaucoup de visites à faire. Faire un bundle, station F et 42 dans la même journée. Et tout faire d'un coup. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai quelques personnes autour de moi qui étudient à 42, donc, et j'ai travaillé dans des startups où voilà, il y avait des devs qui étaient passés par 42 et ça crée des sacrés profils. Bon, Sharon, c'est une forme de prolongation un petit peu de ce que tu prônes, toi, chez les plus jeunes, finalement, avec Startup for Kids. C'est pire que ça, parce que Startup for Kids est né à 42. C'est vrai carrément. Mais oui, je me souviens. Je me souviens d'être allé à un événement là-bas. Le premier, c'était à 42. Et oui, c'est vraiment né avec, parce qu'au départ, je voulais faire juste 2-3 petits ateliers, et puis en discutant avec les équipes de 42... le projet a grandi. On a du mal. Xavier, j'ai vu que petit est toujours quelque chose de compliqué. J'étais partie d'un atelier avec une classe et on est passé à 1500 visiteurs, 30 startups, des conférences. Donc voilà, travailler avec 42, c'est toujours un peu risqué. On sait où ça commence, on ne sait pas où ça va finir. En fait, il y a une espèce de la culture du gigantisme en fait, qui s'est mise en place. Là, je dirais de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le bon terme. C'est ce qui revient même à l'arrivée, parce que ça devient gigantesque en fait, pour le coup. Mais c'est une superbe réussite. En réalité, tous les gamins qui ont été là-dedans sont sortis comme des fous. C'est une expérience incroyable en fait pour les gamins, et on travaille à l'améliorer encore. On continue le gigantisme, à accompagner les enfants déjà avant et après leur visite à 42, et à faire de nouveaux événements pour encore toucher les lycéens, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant. Toi, tu es tombé un peu dans la marmite de tout ça quand tu étais petit, en fait, Fabrice. Tu as fait ton propre apprentissage aussi. 42 perso à la maison avec papa hacker. Mais c'était une autre époque. Mais moi, je suis enseignant pas à l'opposé de 42, mais enfin... Sciences Po, c'est un peu quand même. Il y a pire. Je pense que ce dont tu parlais de l'école où on se fait chier, on accumule des heures, ça ressemble beaucoup au secondaire aujourd'hui en France et à pas mal de cursus universitaires. Sciences Po et les grandes écoles en général, c'est sorti de cet espace où vraiment on s'emmerde en essayant d'apprendre. Mais malgré tout, ça reste une forme d'enseignement très traditionnel avec un prof qui sait, des élèves qui apprennent. Il y a moyen, on a une grosse autonomie en tant qu'enseignant, donc il y a moyen de faire des choses sympas. Mais par rapport à 42, c'est sûr qu'en termes d'innovation pédagogique... On a des programmes communs avec Sciences Po, donc on a deux gros programmes qui fonctionnent bien, et nos étudiants, contre toute surprise, enfin contre toute attente, on en a discuté tout à l'heure, s'entendent, mais alors à merveille. Ils se complètent, ils font des choses formidables ensemble. J'ai des étudiants curieux, parce qu'au départ, on a fait des accords qui permettaient à nos étudiants, finalement, d'aller à Sciences Po suivre des conférences de politique. On s'est dit, il n'y aura personne. Mais ils adorent. Au final, il n'y a pas assez de place. Les hackers adorent la politique. Il n'y a pas assez de place. Donc, non, ça crée des synergies super, et effectivement, ça marche très bien. Parce qu'est-ce que le mode de fonctionnement pédagogique peut être transposable sur d'autres univers assez facilement? Sur l'univers de la connaissance plus littéraire ou politique ou culturelle ou des choses comme ça. Est-ce que c'est jouable, ça? On a fait des trucs comme ça à l'époque où Bruno Latour était le patron du Media Lab, de séances où on simule par exemple des négociations internationales. Mais c'est moins l'auto-organisation en live quand même. On n'est pas... La question de la transposabilité était quelque chose de très compliqué sur lequel je n'ai pas vraiment de réponse. On est en train de faire des choses sur des cursus du style growth hacking avec des gens comme HEC, même de médecine aujourd'hui avec l'Institut Pasteur, parce que de toute façon aujourd'hui, si vous voulez,
tous les métiers, en tout cas tels qu'on les voit de demain, comprendront une très forte part de créativité et vont peut-être de moins en moins dépendre finalement de la connaissance, qui vont être relégués à des systèmes automatiques. C'est-à-dire que finalement, on prend l'exemple de la médecine aujourd'hui, finalement, la connaissance dans la médecine est tellement importante que finalement, pratiquement aucun médecin ne peut tout savoir. Et donc, il est obligé, son vrai métier, c'est de dialoguer avec des bases de données pour savoir ce qu'il sait, pour lui, avoir l'intuition, et puis après, aller affiner. Et on va se rapprocher de ça dans tous les sens. Donc, de toute façon, on a une part dans les métiers où on va de moins en moins aller dans un modèle où, par exemple, on te pose un problème et il y a un modèle prédéfini comment le résoudre, parce que ça aura de moins en moins de valeur, parce que ça sera stocké dans la base de connaissances. Donc aujourd'hui, déjà, toutes les structures, toutes les écoles d'ingénieurs ont cette problématique de transférer moins de connaissances, mais d'avoir des gens plus agiles et plus... Donc après, quel sera le curseur selon les métiers, selon les trucs, ça va évoluer avec le temps, ça va évoluer selon le métier. Mais de toute façon, on est dans cette dynamique où on veut fabriquer des gens de toute façon plus agiles, quoi qu'il arrive. Et au-delà de ça, on est dans une dynamique dans laquelle, si tu n'as pas une certaine forme d'intimité avec le code, t'es largué, t'es à côté de l'époque. Le deuxième niveau, c'est qu'il faut une certaine forme de compréhension. Et d'ailleurs, aujourd'hui, par exemple, on enseigne à coder à des étudiants d'école de commerce, même d'art. Aujourd'hui, on va démarrer une branche art numérique à 42 avec des écoles d'art. Aujourd'hui, un artiste qui ne sait pas coder, il s'atrophie les 2/3 de sa capacité. Et même sur des choses qui paraissent aussi simples, tu dis un peintre, oui, un peintre aujourd'hui, les 2/3 ont besoin de coder parce qu'il y a plein d'effets, de machins, qui sont du préparatoire avant. Et puis il y a un champ avec le numérique et l'art qui ouvre des choses totalement nouveaux. Donc c'est vrai que ça vient s'interpénétrer dans les deux sens. Et on va même jusqu'à aujourd'hui aller défendre des positions, comme par exemple on est partenaire avec Normal Sup sur des positions où on va dire qu'aujourd'hui le coder c'est un art primaire. Donc on va dire que c'est un accès à la liberté. Le musée du codage bientôt qui est branli. La baseline de WordPress c'est Code is Poetry. Voilà, on défend la position que coder c'est un art et c'est un art primaire. Donc, alors que la sélection de départ, la première sélection qui se fait en ligne avant la piscine ne se fait pas sur le code, elle se fait sur d'autres choses, sur des exercices de logique. Oui, même pas de logique, parce que les gens associent la logique et les mathématiques, c'est de la cognition. C'est des petits jeux vidéo et ça vérifie que le cerveau fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent ne pas savoir lire. Quand vous regardez, alors il y a il y a deux trucs extraordinaires à 42. Il y a une diversité énorme, aussi bien socialement que d'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez très peu de gens à 42 qui sont des gens qui auraient fait de l'informatique normalement. C'est-à-dire que vous prenez une école classique d'informatique que j'ai dirigée pendant très longtemps, tous les profils se ressemblent. Ce sont des scientifiques, etc. Bon, à 42, pas du tout. Vous avez des gens qui ont fait de la littérature avant, des gens qui ont fait de la médecine. L'an dernier, je citais un de nos étudiants qui a monté une start-up et qui marche très très bien. C'est un pâtissier. Donc voilà, on a des gens qui sont de profils extraordinairement différents et je pense que c'est une des plus grandes richesses des étudiants. C'est-à-dire qu'à la fin, on a un réseau d'étudiants qui sait communiquer ensemble, qui travaillent collaborativement avec des gens qui sont capables de répondre quasiment à n'importe quelle question, qui ont toutes les appétences. J'étais tout à l'heure, juste avant vous, j'étais avec des gens qui viennent de racheter la Scala, qui est donc un théâtre, et on est en train, avec eux, avec des étudiants, de réinventer ce que c'est un théâtre, au sens vraiment d'un lieu de création artistique nouveau, avec du numérique dedans, avec des interactions entre les artistes, le public, etc. On est en train de... C'est très très divers, c'est pas du tout juste... Les gens imaginent... Le problème, c'est que beaucoup de gens imaginent que les gens qui codent, c'est des gens qui passent leur temps devant des ordinateurs. C'est pas la réalité. C'est fini. Ce qui est impressionnant, c'est que ce n'est pas un cursus traditionnel, il n'y a pas un diplôme qui vient marquer ça à la fin, et pourtant ils trouvent tous du boulot, et ils trouvent tous du boulot très très rapidement, parce que tout d'un coup c'est une tournure d'esprit. Oui, ils trouvent tous du boulot, et puis surtout ils en créent, ils créent des entreprises, ils créent de la valeur, ils inventent des choses, ils inventent leur boulot et ils fabriquent de la valeur ajoutée. Et c'est juste en train de casser le fameux code français pour le coup, qui était diplôme, boulot, et à l'âge de 50 ans, on est encore en train de présenter ces diplômes, tout ça c'est en train de voler en éclat sur la tombe. Écrit sur la tombe. Tu vois, tu auras ça sur ton truc, c'est une connerie monumentale. Je sais que ce système fonctionne comme ça, c'est complètement, ça sclérose la société de la naissance à la mort, en tout cas de la fin des études supérieures jusqu'à la retraite, ça fait une prédétermination, et encore il y a pire, dans la fonction publique, on a tous les deux un père qui est chercheur au CNRS, on sait très bien qu'à partir du moment où il est sorti de ses études, son plan de carrière était déjà tracé. Et il pouvait calculer sa rémunération à l'âge de 50 ans. C'est terrifiant. Il faut absolument sortir de ça. Bon, on est en train quand même. On est en train. Même dans la fonction publique, même au CNRS, il commence à avoir des contractuels. Honnêtement, mon père est à la retraite maintenant, donc j'ai moins de... Moi, j'ai beaucoup de relations avec des jeunes. C'est en train de changer fortement. Perrine, c'est en train de bouger vraiment. Oui, c'est en train de bouger. Disons, il y a des voies parallèles. Pour l'instant, c'est des voies parallèles qui se mettent en place. Il y a des voies parallèles, mais même dans des écoles comme Sciences Po, par exemple,
Il y a beaucoup d'étudiants qui se bougent, qui prennent conscience du fait que on est à Sciences Po, c'est bien. Tu parles parce que tu y es aussi. Oui, je parle parce que j'ai fait Sciences Po, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience du fait que la société est en train de changer, qu'on est en pleine révolution numérique, qu'on doit savoir coder, que ça va devenir quelque chose qui est essentiel, qui est important, et du coup, il y a beaucoup d'associations étudiantes à Sciences Po, mais dans d'autres écoles aussi, à HEC et d'autres grandes écoles, qui bougent pour essayer de mettre en place des programmes pour apprendre à coder, des conférences. Même l'institution est en train de travailler. Sur des points, l'institution elle est habituée à Voilà. bouger. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Même sur les plus jeunes, on a organisé un hackathon avec des lycéens, en fait, sur imaginer le lycée du futur. Et en fait, ils avaient tous revu la place de l'enseignant. C'était hyper intéressant parce que eux, pour le coup, n'ont pas accès aux neurosciences, etc. Ils ont tous changé l'enseignant qui était plutôt justement en train de circuler dans la classe et accompagner les élèves et plus du tout transmettre le savoir. Bon, on termine la saison sur le constat d'une révolution qu'on est en train de vivre en direct et qui est absolument passionnante. Et on est tous autour de cette table, je crois, bien contents d'être dedans, de vivre ça de l'intérieur. Parce que c'est absolument fascinant ce qui est en train de se passer. C'était l'émission 75 du Grand Débat du Web. On se retrouve la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, en fait. On se retrouvera pour la toute dernière où on fera le tour des événements de la saison qui s'achève avec nos chroniqueurs. À plus, merci.